Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de 15 heures au sommaire donc, de ce journal. Le chef de l'État reçoit les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Et en actualité, toujours en nouvelles donc du pays, la République de Djibouti élu membre du comité exécutif pour l'UNESCO pour la période 2021-2025. Et l'actualité internationale, première étape de la tournée africaine d'Anthony Blinken en Kenya. C'est tout donc pour les titres. Le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu donc ce matin, en fin de matinée, les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Cuba, M. Marcelo de la Caridad Calbero Torres. Cette cérémonie de remise de lettres de créance s'est tenue au palais présidentiel en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, et la conseillère Mariam Koumanei. À votre Excellence, les lettres par lesquelles le président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, m'accrédite comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République de Djibouti. Excellence, c'est également avec un sentiment de grande fierté que je m'adresse à vous, mesurant l'honneur et la responsabilité qui m'échoit de représenter mon pays auprès de la République de Djibouti en ce moment précis de son histoire. Je suis fier de pouvoir accompagner la République de Djibouti dans le processus de transformation politique, sociale et économique dans lequel elle s'est engagée. Et je crois en votre détermination à aller de l'avant dans l'intérêt de votre pays. Après lui avoir souhaité la bienvenue, le président Guelleh a assuré au nouvel ambassadeur de la disponibilité des autorités djiboutiennes de l'aider dans l'accomplissement de sa mission en œuvrant en faveur de la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. De son côté, le nouvel ambassadeur, M. Marcelo de la Caridad Torres, a indiqué qu'il accompagnera le développement que connaît la République de Djibouti. Toujours à la présidence, après le nouvel ambassadeur américain Cuba, après la cérémoniale très protocolaire et solennelle de remise des lettres de créance, le président s'est entretenu avec l'ambassadeur. Cette fois-ci, le président de la République a reçu le nouvel ambassadeur de l'Inde, Rash Mardan. Au cours de cette rencontre, le président a déclaré que la République de Djibouti se félicite d'entretenir avec l'Inde des relations solides et fraternelles fondées sur une communauté de valeurs, de tolérance, de solidarité et de paix. Quant à lui, l'ambassadeur a souligné que c'était un privilège de renforcer les relations d'amitié et de bonne entente entre les deux pays. Plus loin, il a félicité le président Guelleh pour sa vision sur le développement pour Djibouti. Tous les deux ambassadeurs sont résidents à Djibouti. Toujours à la présidence, cette fois-ci, le président de la République a reçu le nouvel ambassadeur du Nigeria, M. Victor Adenkunle Adeleke. Dans ces mots, le nouvel ambassadeur a mis en exergue l'importance qu'accorde son pays à la coopération avec Djibouti. Au nom du président du Nigeria et en mon nom, j'exprime mon admiration pour les réalisations remarquables accomplies à Djibouti à la faveur de votre clairvoyance et votre vision, Monsieur le Président, a-t-il dit en substance. Une fois fini, ce fut au tour donc, de recevoir l'ambassadeur du Nigeria, le président de la République lui a souhaité la bienvenue et donc lui a montré l'entière coopération et l'entière disponibilité du gouvernement djiboutien. Une fois donc fini, ce fut donc au tour du nouvel ambassadeur de Philippines, M. Ezedine Tago. Le nouvel ambassadeur a d'abord transmis au président ses chaleureuses salutations.
Il a donc ensuite traduit toute sa reconnaissance au président Guelleh pour l'acceptation de sa nomination en qualité d'ambassadeur de Philippines auprès de la République de Djibouti. Le président a invité le nouvel ambassadeur à travailler davantage à la consolidation et au raffermissement des relations si chaleureuses qui existent entre les deux pays. Et enfin, le président a reçu donc l'ambassadeur du royaume de Thaïlande, Etwok San. Le nouvel ambassadeur a félicité le président de la République pour les progrès que Djibouti a enregistrés dans tous les secteurs d'activité et fait état de sa détermination à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le nôtre. Il a donc ensuite traduit sa reconnaissance au président Guelleh d'avoir donc pour l'acceptation de sa nomination en qualité d'ambassadeur. Il a par ailleurs souligné qu'il est prêt donc à participer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux nations. Le président donc a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur et lui a réitéré l'entière disponibilité du gouvernement djiboutien à œuvrer pour le développement et le renforcement des liens de coopération et d'amitié entre les deux pays. Comme je l'ai précisé dès le début de ce journal, notre pays vient d'être élu brillamment ce jour avec un résultat de 161 voix ex aequo avec le Botswana en qualité de membre du conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2021-2025. Pour la seconde fois de son histoire, après le mandat 2009-2013, la République du Djibouti réintègre l'organe directeur principal de l'UNESCO, c'est-à-dire là où se prennent toutes les grandes décisions. Cette victoire est le résultat d'une grande mobilisation tant au niveau bilatéral à Paris qu'à l'exercice diplomatique intense à Djibouti au sein du ministère des Affaires étrangères et toutes nos missions diplomatiques à l'extérieur. Le travail engagé par l'ambassadeur Aïd Moussaoud Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti en France, délégué permanent auprès de l'UNESCO après la visite successive des deux directrices générales de l'UNESCO à Djibouti, vient aujourd'hui d'ancrer définitivement sa place au sein de cette famille de l'éducation, de la culture, des sciences et de la paix qui sont les points cardinaux. Par ailleurs, Djibouti siège en qualité de vice-président Afrique du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. À ce titre, Djibouti, en sa qualité de membre du conseil exécutif, participera à l'élection du prochain directeur général de l'UNESCO en 2025. Cette victoire donc témoigne, si besoin en était, de la confiance accordée par la communauté internationale à l'endroit de notre pays et de la politique éclairée de sagesse du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Toujours aux nouvelles du pays, mesdames et messieurs, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, reçoit donc au salon d'honneur le coordinateur résident du système des Nations Unies, M. Eric Oversert. Eric Oversert a remercié donc le ministre pour son accueil chaleureux et lui a félicité pour sa nomination à la tête de cet important ministère qui est donc le ministère délégué chargé de la décentralisation et lui a souhaité bon courage dans la suite de ses nouvelles responsabilités. Arrivé en fin septembre 2021 dans l'exercice de ses fonctions à Djibouti, le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, M. Overson, a présenté au ministre les objectifs généraux de sa mission et a assuré le plein soutien du système des Nations Unies pour appuyer le programme de la décentralisation, l'extension et le renforcement du partenariat. Le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a pour sa part remercié le coordinateur résident pour son souhait et a rappelé par la suite le lien fort de partenariat existant entre Djibouti et le système des Nations Unies. Le ministre fait un bref rappel des prérogatives de son département en expliquant que le rapprochement de l'administration aux administrés est sa mission première. Ceci en parfait accord de la politique de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui accorde une importance capitale au sujet de la décentralisation, a dit en substance Qassim Haroun. Les deux parties donc ont longuement discuté sur les voies et moyens à élargir la coopération afin d'appuyer les collectivités locales en identifiant les potentialités de chaque région. L'essentiel de la discussion donc a porté sur la mobilisation des ressources en vue d'appui
effective aux initiatives locales. Le président de la Chambre de commerce par intérim, Abdallah Ibrahim Abdallah, a reçu une importante délégation de la région Provence-Alpes de Côte d'Azur, PACA. Ce déplacement de la délégation française s'inscrit en préparation de la visite du président de la région PACA qui se rendra à Djibouti sur une invitation du chef de la diplomatie djiboutienne l'année prochaine. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, le président de la Chambre de commerce par intérim et les membres de la délégation française ont fait le point sur les projets identifiés lors des séances de travail entre les experts des deux pays. Le président de la Chambre de commerce par intérim, Abdallah Ibrahim Abdallah, et les membres de la Chambre de commerce ont échangé avec les membres de la délégation française des idées et ont discuté sur des projets aussi. Ils ont convenu que cette visite sur le terrain à Djibouti était une opportunité idoine d'explorer des nouvelles pistes de coopération entre la République de Djibouti et la région PACA. Le président de la Chambre de commerce par intérim, Abdallah Ibrahim Abdallah, a échangé avec les membres de la délégation française des idées et a discuté sur les projets avec les membres de la Chambre de commerce. La visite donc s'est clôturée avec la traditionnelle photo du groupe. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le Sheraton Hotel qui abrite aujourd'hui une réunion de l'IGAD sur la résilience. Cet atelier a porté sur l'impératif de créer un centre régional d'information sur les eaux souterraines. Objectif, renforcer les capacités nationales et régionales dans le domaine de la gestion des ressources en eau et au développement du dialogue régional et de la coopération pour le développement durable de la gestion des ressources en eau dans la Corne de l'Afrique. En effet, les ressources en eau souterraines sont les principales sources d'eau pour les communautés vulnérables vivant dans les zones rurales, certaines communautés vivant aussi dans les quartiers informels. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons donc faire une pause pour l'appel de la prière al-Asr. Les visites donc notifiées des établissements pénitentiaires, les lieux de détention préventive du pays fait partie des missions de la CNDH. L'objectif de ce genre de visite est de s'informer sur les conditions de détention des prisonniers en général et des détenus vulnérables en particulier. C'est dans cette optique que la CNDH donc veille à ce que les prévenus et les condamnés bénéficient de conditions de détention acceptables. La Commission doit également s'assurer que la dignité de la personne privée de liberté soit protégée conformément à l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux règles minima en matière de traitement des détenus. Une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite donc par son président, M. Salaiban Omar Oudine, s'est rendue à la prison civile de Gabod. Cette visite régulière des lieux de détention conformément aux dispositions de l'article 11 ont pour but de s'informer des conditions de détention, d'y évaluer les niveaux de respect des droits de l'homme et d'apprécier les moyens mis en œuvre. Le président de la commission, M. Salaiban Omar Oudine, était accompagné d'une forte délégation composée de commissaires et de cadres de la CNDH. Des échanges fructueux ont donc eu lieu à la prison civile de Gabod entre le directeur de l'administration pénitentiaire, assisté du commandant Abdi Ali, le médecin-chef de la prison et la délégation de la CNDH. Le président de la CNDH et sa délégation, accompagnés du staff et du directeur du prison ont visité donc les différents quartiers de Gabod. Donc, comme je l'ai précisé dès le début, toujours aux nouvelles du pays, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'évaluation de l'accès aux technologies d'assistance des personnes à besoins spéciaux, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé le mercredi 11 novembre au Palais du Peuple une cérémonie de clôture de la formation du personnel de l'enquête sur l'accès aux technologies d'assistance. La cérémonie a été présidée par le directeur de la NPH, M. Doual Sirid Mahmoud, mais également le directeur de la DZ, M. Idriss Ali Sultan. L'objectif principal de ce projet est de collecter les données sur l'accès aux technologies d'assistance dans la population djiboutienne afin de proposer des nouvelles stratégies pour améliorer l'accès aux technologies d'assistance, d'apporter des éléments d'information permettant de planifier la fourniture des technologies d'assistance et en faire une priorité de participer à la conception et à la conduite d'intervention. C'est extrêmement important. On peut mettre l'argent qu'on veut, les moyens financiers qu'on veut, on peut mettre toute la volonté qu'on veut,
mais personne ne pourrait remplacer les enquêteurs. Les enquêteurs sont l'épine dorsale d'une enquête. Donc les résultats que vous allez collecter vont constituer pour notre pays des informations qui seront très riches et qui vont permettre qu'on puisse prendre des décisions au niveau national. C'est pour ça que l'ANPH, mon cher collègue de Ali et moi-même avons voulu clôturer cette enquête et pour vous souhaiter que chacun de vous fasse un travail vraiment intéressant et formidable. Et nous serons à côté de vous aussi, à travers nos différents coordinateurs qui sont là, et nous allons vous accompagner pour que cette enquête puisse réussir. Toujours en actualité nationale, une cérémonie de fin de formation des formateurs de gestes de premier secours s'est déroulée ce matin dans la salle de la réunion de la protection civile. Une dizaine de jeunes sapeurs-pompiers sont formés pour devenir à leur tour formateurs aux gestes de premier secours civiques par un formateur français. Les bénéficiaires de la formation se sont montrés très réceptifs aux messages passés par le formateur français. Cette formation était principalement axée sur la protection et l'alerte, la réalisation des gestes de premier secours face à une victime en détresse respiratoire ou circulatoire. Des certificats de participation donc ont été remis et décorés par des insignes au profit des bénéficiaires de la formation en présence du directeur général de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa Mahmoud et ses proches collaborateurs. Le directeur de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa Mahmoud, s'est réjoui de la qualité de la formation et a félicité les bénéficiaires pour leur assiduité au cours de la formation. La traditionnelle donc photo de famille a clôturé la cérémonie de remise de certificats qui donc a réuni l'ensemble des participants et l'ensemble des hauts responsables de la protection civile. Elle a juste pour but de pouvoir donner un élan aux sapeurs-pompiers djiboutiens pour pouvoir les rendre autonomes au niveau de la formation et ainsi permettre à ces 10 stagiaires de former l'ensemble des sapeurs-pompiers djiboutiens sur les gestes de secourisme. Et on a pour but aussi de vouloir continuer cette coopération pour pouvoir former encore plus de formateurs et aussi des instructeurs pour les rendre encore une fois autonomes. Alors cette formation qui a duré 15 jours a pour but aussi de pouvoir former l'ensemble des personnes civiles de Djibouti. Direction le Nord, où la ville d'Obok a accueilli un atelier de programmation des activités sous l'égide de la coordination du projet Covid-19 UIGAD du ministère de la Santé et de l'UNICEF en coordination étroite avec l'IGAD et l'UNOPS. Cet atelier de 3 jours qui regroupait des participants provenant aussi bien d'Obok que de Tadjoura s'est déroulé du 16 au 18 novembre au siège du conseil régional sous l'autorité du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, en présence des officiels, notamment le préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalek Mohamed Banoïta, du vice-président de la région, M. Ahmed Ali Mohamed, du représentant de l'UNICEF, Dr Mokhtar Omar Ahmed, ainsi que le député de la région, M. Kamel Humed Ahmed. L'objectif étant, avec tous les acteurs au potentiel et les responsables techniques et administratifs des 2 régions, de faire le point sur la mise en œuvre des activités, d'identifier les goulots d'étranglement qui ralentissent l'exécution des activités et de prendre les mesures adéquates pour accélérer leur mise en œuvre. Au terme de chaque atelier, un plan d'accélération des activités sera disponible indiquant les responsables de la mise en œuvre des activités ainsi que le mécanisme de suivi et de coordination au niveau régional en vue d'assurer une meilleure recevabilité du côté des autorités régionales sanitaires. Ce plan va couvrir les 3 derniers mois de l'année 2021 et le premier trimestre 2022. Cet atelier donc de revue du projet sera également organisé à la fin du mois de mars 2022 pour non seulement faire le point sur l'impact du projet, mais aussi discuter sur la pérennisation des interventions planifiées dans l'édit de projet. Le renforcement des 2 équipes mobiles à Tadjoura et à Obok pour vraiment atteindre les zones qui sont difficiles d'accès, qui sont très très éloignées des postes de santé,
Et dans ce sens-là, 2 véhicules hardtop ont été achetés et qui sont disponibles au ministère. Nous sommes en train de préparer la passation officielle avec le ministre de la Santé, puis ce sera la passation officielle, nous l'espérons d'ici la semaine prochaine, qui vont venir. À présent, je vous propose d'écouter les allocutions du préfet et du député de la région. D'accueillir aujourd'hui cet atelier dans la région d'Obok. Le fait d'associer la région d'Obok dans non seulement l'activité ou la sensibilisation ou les actions à mener contre le Covid, mais également tout ce qui est de santé de base, parce que ça couvre également les actions concernant la santé de base. Je pense, à travers l'information que vous nous avez partagée tout à l'heure, certes, officiellement, la région d'Obok ne dispose pas des frontières officielles, mais on a à côté le Yémen, à la fois les migrants, mais également la population obokoise s'y rend de temps à autre. Et Obok fait partie intégrante de la République de Djibouti. Je pense que le fait que vous avez réfléchi à cela est une bonne chose. Avoir bien voulu tenir cette réunion ici à Obok, conjointement bien sûr avec la région de Tadjoura. Covid, je voudrais d'abord intervenir sur le volet de la sensibilisation qui aujourd'hui peine vraiment à atteindre les niveaux souhaités. Donc je pense que vraiment, ici, à commencer par les parlementaires, toutes les parties prenantes ici à Obok, qu'on prenne les choses en main et qu'on sensibilise vraiment la population pour qu'ils soient vraiment à la hauteur des choses et qu'ils prennent les choses en main et que la vaccination atteigne le niveau souhaité. Donc c'est vrai qu'au niveau de la RTT, ils diffusent des spots publicitaires, mais je trouve qu'aujourd'hui, ces spots, s'ils sont bien diffusés, ne font pas l'affaire. Donc, sur le terrain, il faut vraiment faire un travail de fond et qu'il y ait des équipes qui font des porte-à-porte et qui sensibilisent les gens de manière vraiment adéquate. À présent, je vous propose d'écouter les allocutions ou bien le discours du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banout Tourab, qui d'ailleurs a présidé cet atelier. Aujourd'hui, nous lançons donc l'atelier de l'officialisation de ce projet. Ce projet s'intéresse surtout au niveau de zones frontalières pour la lutte contre la Covid-19 et également sur le corridor de déplacement de migrants. Mais qui dit Covid-19 dit aussi la santé. Donc ce projet s'étend également pour améliorer la santé. Nous avons l'expérience, Marali connaît bien, avec l'apparition de la pandémie aussi de VIH et SIDA. Le secteur de la santé était amélioré également en incluant dans le financement de la lutte contre le VIH-SIDA les autres composantes de la santé. Sans amélioration de la santé en général, on ne pourra pas faire une lutte efficace et puis nous ne serons pas également écoutés si le système de santé ne marche pas pour lutter contre la Covid-19. Nous avons eu la présentation donc de 3 composantes de ces projets. Ce projet s'intéresse donc à la santé, puisque je disais tout de suite que la santé est globalement concernée, ce qui concerne ce projet. L'hygiène contribue aussi à l'amélioration de la santé. La violence contre le genre, s'il y a la violence, donc je pense que aussi les personnes qui sont violentées, les victimes, si ils ont été atteints par cette violence, arrivent à la santé. Donc la prévention de la violence liée au genre, notamment faite aux femmes et aux enfants, fait partie également de la santé. Et puis la communication, comme a précisé le docteur Mokhtar, une bonne communication est un moyen efficace d'éviter un certain nombre de maladies, également d'avoir aussi des informations sur les maladies, notamment de nouvelles maladies comme la Covid.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé mercredi à Nairobi son premier voyage en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction centrée sur la démocratie et le changement climatique ainsi que la pandémie de Covid-19. Le secrétaire général américain Anthony Blinken a rencontré à Nairobi la ministre des Affaires étrangères Rachel Omamo. Lors de cette visite, le diplomate américain souhaite rehausser la cote de Washington en tant qu'acteur d'initiative régionale et internationale visant à restaurer la paix, à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme. La question des vaccins contre le Covid-19 a également été abordée. Les États-Unis sont le seul pays du G7 encore capable de respecter les doses qu'ils étaient engagés à fournir d'ici à la fin de l'année 2021. Le groupe avait convenu de partager 566 millions de doses. La visite du représentant américain continuera au Nigeria. Les États-Unis étant un partenaire stratégique, Anthony Blinken devrait discuter avec le gouvernement fédéral sur les violations présumées des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information et le programme contenu sur Télé Djibouti.